L'écran est noir. Un battement de cœur sourd, puis le tic-tac d'une horloge mécanique. Une image d'archives granuleuses de Princeton apparaît. Des bâtiments gothiques, des pelouses impeccables, une brise légère dans les arbres. Imaginez le paradis. Pas celui avec des nuages et des harpes, mais le paradis de l'esprit. Nous sommes à Princeton en 1947. On vient d'offrir au plus grand génie de la planète ce que tout être humain normalement constitué appelle le rêve ultime. Une vie parfaite. Pas de facture à payer, pas d'horaire, pas de patron, pas d'étudiants médiocres à corriger, pas de recherche de subventions. Juste une magnifique maison en bordure de forêt, et tout le temps du monde pour une seule chose, penser. C'était l'Institut pour les études avancées, le club le plus exclusif de l'histoire de l'humanité. Einstein était là, von Neumann était là, les architectes de la bombe atomique, de l'informatique, de la physique moderne. On leur a dit « Asseyez-vous et changez le monde à votre rythme. On s'occupe du reste. » La musique change. Ce n'est plus une mélodie paisible, mais une nappe de synthétiseur dissonante, légèrement angoissante. Mais en quelques mois, quelque chose de terrifiant s'est produit. Ces cerveaux, les plus puissants jamais forgés par l'évolution, ont commencé à s'éteindre. Comme des moteurs qui s'encrassent faute de tourner. Un jeune physicien nommé Richard Feynman regardait cela se produire depuis le bâtiment d'à côté. Et ce qu'il a vu là-bas, dans ce silence feutré de bibliothèque, explique un phénomène que la science n'a confirmé que 60 ans plus tard. Une vérité qui va à l'encontre de tout ce que notre société nous vend sur le succès et le repos. Le moment où vous arrêtez de challenger votre cerveau, il commence à mourir. Pas lentement, pas en douceur. Il s'effondre presque 40% plus vite qu'avant. Ce chiffre n'est pas une métaphore de poète, c'est une donnée clinique. Feynman a vu la preuve de cette agonie intellectuelle des décennies avant que quiconque ne puisse la mesurer dans un scanner IRM. Feynman observait ses collègues de l'autre côté de la rue. Ces pauvres types, comme il les appelait, avaient toutes les opportunités du monde pour créer, mais ils ne trouvaient plus une seule idée. Une culpabilité rongeante s'installait, puis la dépression, puis le vide. Pourquoi ? Parce qu'on leur avait retiré la seule chose dont un esprit vivant a besoin pour ne pas se dévorer lui-même. La friction. Devant un tableau noir couvert d'équations, mais ils passent l'éponge dessus, laissant une trace grise et vide. On nous a menti sur le repos. On nous a vendu l'idée que le cerveau est une batterie qui s'use et qu'il faut ménager. La vérité, c'est que le cerveau est une machine thermique. S'il n'y a pas de différence de potentiel, s'il n'y a pas de problème à résoudre, s'il n'y a pas de résistance, le système s'arrête. Feynman écrivait dans ses mémoires « Ces pauvres bastards pouvaient maintenant s'asseoir et penser clairement tout seuls. » Et c'est précisément là que résidait le poison. Sans les questions idiotes des étudiants, sans le chaos de la vie quotidienne, sans l'obligation de traduire leurs pensées complexes pour des novices, le cerveau de ces génies tournait en boucle. La même boucle, encore et encore, jusqu'à ce que la boucle devienne tout ce qui reste. C'est le cadeau le plus dangereux qu'on puisse faire à un esprit brillant. N'avoir rien à faire. C'est à ce moment précis que l'Institut a fait une offre à Feynman. Rejoins-nous, deviens l'un des nôtres, une place à côté d'Einstein. Ils avaient même prévu un arrangement spécial pour lui plaire. Moitié recherche à l'Institut, moitié enseignement à Princeton, car ils savaient qu'il aimait le contact avec les élèves. Il a ricané. Il a refusé l'offre la plus prestigieuse de l'histoire des sciences. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris que le confort est l'antichambre de la sénilité. Il a écrit « Je n'accepterai jamais une position où quelqu'un a inventé une situation heureuse pour moi où je n'ai pas à enseigner. Jamais. » Mais ne faites pas l'erreur de croire que cela ne concerne que les physiciens de génie en 1947. Cela vous concerne, vous, ici et maintenant. Ce processus ne s'active pas le jour de votre départ à la retraite. Il ne vous attend pas pour vos 65 ans. Il s'active à la seconde où, à n'importe quel âge, vous décidez de cesser d'être bousculé. Des herbes commencent à pousser dans les fissures. Le cadre de 35 ans qui survole son job en pilotage automatique depuis 10 ans. L'étudiant qui valide son examen et ne rouvre plus jamais un livre de sa vie. Le cerveau ne regarde pas votre calendrier.
Il ne sait pas quel âge vous avez. Il vérifie simplement une chose. Lui avez-vous donné quelque chose de difficile à faire aujourd'hui? Si la réponse est non, il commence à démanteler les connexions. En 2018, des chercheurs de l'University College de Londres ont publié une étude massive. Ils ont suivi 3000 personnes pendant 30 ans. 14 ans avant la retraite, 14 ans après. Le résultat est brutal. La mémoire décline 40% plus vite dès que le travail s'arrête. Le job était le bouclier. Enlevez le bouclier et le temps s'engouffre dans la brèche avec une violence inouïe. Feynman n'avait pas besoin de ces statistiques. Il voyait déjà les fantômes errer dans les couloirs de Princeton, dans leur belle maison près des bois, prisonniers d'une perfection qui était en train de les tuer. Et c'est là qu'il a pris la décision qui allait non seulement sauver son cerveau, mais aussi lui offrir un prix Nobel. Une décision qui tient en un seul mot, souvent mal compris, le jeu. L'image montre maintenant un gros plan sur un mécanisme d'horlogerie complexe dont les rouages commencent à s'arrêter un par un, se grippant sous l'effet d'une fine poussière grise. La musique devient plus grave, plus rythmée. Regardez bien cette montre en or que la société vous promet après 40 ans de bons et loyaux services. C'est le trophée du vainqueur, n'est-ce pas? On vous dit « Félicitations, vous avez assez donné. Maintenant reposez-vous. Allez jouer au golf. Regardez la mer. Ne faites plus rien de difficile. » Mais voici ce que les chiffres disent réellement. Et attention, car c'est ici que le mythe s'effondre. Les mathématiques de votre biologie ne sont pas d'accord avec votre contrat de travail. Les chercheurs de l'université de Binghamton ont analysé un programme de pension rurale en Chine. Ils ont observé des milliers de personnes qui, du jour au lendemain, ont eu accès à une sécurité financière leur permettant d'arrêter de travailler plus tôt. Résultat, une chute brutale et mesurable des performances cognitives sur toute la ligne. La conclusion de l'étude était d'une froideur clinique. Prenez votre retraite si vous le voulez, mais ne vous arrêtez surtout pas d'utiliser votre cerveau. C'est le paradoxe du bouclier. Pour les high performers, ceux qui ont eu des carrières exigeantes et stimulantes, le travail n'était pas seulement une source de stress. C'était une armure, une stimulation constante qui forçait le cerveau à maintenir ses défenses. Le jour où vous retirez le travail, vous retirez le bouclier. Et là, le déclin ne frappe pas à la porte, il l'enfonce. Peu à peu, les voitures disparaissent, le silence s'installe. Des herbes folles percent le bitume, les lignes blanches s'effacent. Imaginez votre cerveau comme une route. Si personne ne roule dessus, que se passe-t-il? Les lignes s'effacent en premier. C'est votre mémoire de travail, ces petits détails du quotidien qui s'évaporent. Puis la surface craque. C'est votre capacité de concentration. Et un jour, il n'y a plus de route du tout. Juste un champ d'herbe haute, là où se trouvait autrefois une autoroute de l'information. Votre cerveau suit une règle unique, biologique, implacable. Ce que tu utilises se renforce, ce que tu n'utilises pas disparaît. Et le pire, c'est que ce processus ne demande pas de permission. Il n'attend pas que vous soyez prêt. On le voit marcher seul, les mains dans les poches, sur le campus de Cornell. Il a l'air épuisé, prématurément vieilli malgré ses 28 ans. Feynman n'avait pas besoin de lire ses études publiées 60 ans plus tard. Il l'avait vécu dans sa propre chair. En 1946, après la fin du projet Manhattan, Feynman était un homme détruit. On l'appelait le génie prodige, mais à l'intérieur, le moteur était noyé. Il y avait eu la bombe atomique, cette puissance terrifiante qu'il avait aidé à libérer. Il y avait eu la mort de sa femme, Arlene, emportée par la tuberculose alors qu'il travaillait dans le désert de Los Alamos. À moins de 30 ans, Feynman portait le poids du monde et le deuil de son cœur. Il a pris un poste de professeur à Cornell, mais il n'arrivait plus à rien. Écoutez ses propres mots. La physique me dégoûtait. Ce n'était pas une fatigue passagère, c'était une retraite par épuisement. Son cerveau avait perdu sa raison de tourner. Il s'asseyait à son bureau, regardait ses notes et ne ressentait rien. Pas d'idée, pas de feu, pas de motivation. Il était devenu l'un de ces pauvres bastards de Princeton sans même avoir quitté son bureau de Cornell.
Dialogue imaginaire entre un spectateur sceptique et Feynman. L'auditeur têtu. Mais attendez, il était juste en burn-out. Il avait besoin de vacances, de dormir, de ne rien faire. C'est normal après avoir construit une bombe atomique, non ? Feynman. Faux. C'est là que vous vous trompez. Ce dont j'avais besoin, ce n'était pas de moins d'activité. C'était de moins d'importance. C'est le piège ultime. Le cerveau ne s'éteint pas seulement par manque d'activité. Il s'éteint sous le poids de l'importance. À Cornell, Feynman se disait « Je suis un grand physicien, je dois faire quelque chose de crucial pour l'humanité ». Et cette pression paralysait ses neurones. Il essayait de courir un marathon avec des chaussures de plomb. Et puis, il a pris la décision la plus radicale de sa vie. Une décision qui semble absurde, presque irresponsable. Il s'est dit « Je vais jouer. Je vais faire de la physique quand j'en ai envie, sans me soucier de savoir si c'est important ou pas. Je vais redevenir un débutant. » Une semaine plus tard, Feynman est à la cafétéria de Cornell. Un étudiant, pour s'amuser, lance une assiette en l'air. L'assiette vole, elle vacille. Feynman observe. Il remarque le logo rouge de Cornell sur l'assiette qui tourne. Et il réalise un truc bizarre. Le logo tourne plus vite que l'assiette ne vacille. Un cerveau sérieux aurait dit « C'est juste une assiette, Richard. Retourne travailler sur tes théories quantiques. » Mais un cerveau qui a choisi de rester vivant se dit « Tiens, c'est marrant, pourquoi ?» Il a commencé à calculer les équations du balancement de l'assiette, juste pour le plaisir, juste parce que c'était stupide et sans importance. Son patron, Hans Bethe, est venu le voir et lui a demandé « Richard, quel est l'intérêt de ce calcul ?» Feynman a répondu avec un sourire de gamin « Il n'y en a aucun, je fais ça juste pour m'amuser. » Ce que Feynman venait de faire, c'était de déboucher la bouteille. En s'autorisant à traiter un problème inutile, il venait de redonner à ses neurones la friction nécessaire. Et devinez quoi ? Ses calculs sur l'assiette vacillante l'ont mené directement à l'électrodynamique quantique, directement à son prix Nobel. L'assiette de la cafétéria a sauvé son cerveau parce qu'il a compris une règle fondamentale de la nature. Le calme plat tue. Le jeu construit. L'image montre un schéma du cerveau humain s'illuminant de milliers de filaments électriques. Peu à peu, certaines zones s'éteignent, tandis que d'autres s'embrasent d'une lumière bleutée intense. Le narrateur manipule une loupe virtuelle sur un écran transparent. Mais pourquoi ? Pourquoi un organe aussi sophistiqué que le cerveau humain, le sommet de 4 milliards d'années d'évolution, déciderait-il de se saborder dès que la pression retombe ? Pour comprendre cela, il faut arrêter de voir le cerveau comme un disque dur que l'on remplit et commencer à le voir comme une ville en perpétuelle reconstruction. Voici la terminologie scientifique que la culture ignore. La plasticité synaptique. Imaginez une métropole. Vos neurones sont les immeubles. Les synapses, ce sont les routes qui les relient. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, vous construisez une nouvelle autoroute. Au début, c'est un chemin de terre instable, c'est difficile, vous tâtonnez. C'est ce sentiment désagréable d'être stupide. Puis, à force de répétition et de challenge, le cerveau envoie ses ouvriers spécialisés, les oligodendrocytes. Leur job ? Envelopper vos neurones d'une gaine de myéline. C'est l'isolation électrique. Plus il y a de myéline, plus l'information circule vite. L'autoroute est goudronnée. Mais voici le piège. Le cerveau est l'organe le plus gourmand du corps. Il pèse 2% de votre poids, mais consomme 20% de votre énergie. C'est un gestionnaire de budget impitoyable. S'il voit une autoroute où personne ne circule, une compétence que vous n'utilisez plus, une curiosité que vous avez éteinte, il ne se contente pas de la laisser là. Il la démantèle pour récupérer les matériaux. C'est ce qu'on appelle l'élagage synaptique. Et c'est ici que la plupart des conseils sur la retraite et le vieillissement se plantent royalement. On vous dit « restez actifs ». Alors vous faites du jardinage le lundi, du golf le mardi, et vous voyez les petits-enfants le week-end. Votre calendrier est plein.
Mais votre cerveau, lui, s'ennuie à mourir. Pourquoi ? Parce que rien de tout cela n'est nouveau. Rien de tout cela n'est dur. Le cerveau ne fait pas la différence entre être occupé et être mort. Il fait la différence entre ce que je sais déjà faire et ce qui me force à me reconfigurer. Faire un puzzle que vous savez déjà faire, c'est comme marcher sur un tapis roulant éteint. Vous bougez les jambes, mais vous ne menez nulle part vos neurones. On voit Feynman à 44 ans, dans un atelier d'artiste poussiéreux. Il tient un fusain, l'air maladroit, face à un modèle vivant. C'est ce que Richard Feynman avait compris mieux que n'importe quel neurologue de son époque. Feynman ne s'est pas contenté de rester occupé. Il a décidé consciemment de rester un débutant toute sa vie. À 44 ans, alors qu'il est déjà une légende mondiale de la physique, il passe un accord avec un ami artiste, Jiraiya Zortian. Il lui dit « Apprends-moi à dessiner, et je t'apprendrai la physique quantique ». Pendant des mois, le type qui a déchiffré les secrets de l'atome s'est retrouvé à galérer pour tracer une ligne droite, à se sentir idiot devant une ombre portée, à rater ses perspectives comme un enfant de 6 ans. Mais à quoi ça sert ? C'est juste un hobby. Quel rapport avec son cerveau de physicien ? Tout. En apprenant à dessiner, Feynman n'ajoutait pas juste une ligne à son CV. Il forçait son cerveau à construire un câblage entièrement nouveau. Il ne traitait plus d'informations de manière analytique et mathématique, il apprenait à la traiter de manière spatiale et émotionnelle. Il a dessiné pendant 25 ans, jusqu'à sa mort, vendant même ses œuvres sous un pseudonyme pour ne pas être jugé sur sa célébrité. Il a écrit « Je voulais transmettre une émotion que j'ai sur la beauté du monde. » Vous voyez le paradoxe ? En se sentant stupide dans un cours de dessin, il rendait son cerveau de physicien plus performant. Car la curiosité n'est pas un réservoir qui se vide, c'est un muscle qui s'atrophie si on ne lui donne pas de résistance. Le regardez ce couteau. Si vous ne l'affûtez jamais, il finit par ne plus servir à rien. Mais comment l'affûte-t-on ? En le frottant contre une pierre de plus en plus dure. Le cerveau, c'est pareil. La pierre, c'est le challenge. La lame, c'est votre intelligence. Si vous retirez la pierre, si vous retirez le difficile de votre vie, vous n'économisez pas votre lame. Vous la laissez rouiller. Feynman appelait cela l'aventure de la découverte. Il ne s'arrêtait jamais à une identité. À 65 ans, il s'est plongé dans l'informatique naissante, travaillant avec des ingénieurs qui avaient l'âge de ses petits-enfants. Il ne venait pas en expert, il venait en élève. Il allait acheter des fournitures de bureau, des stylos et du papier pour la boîte, avec son prix Nobel en poche, juste pour être dans l'action. Le secret de la longévité cognitive de Feynman, ce n'était pas son génie inné. C'était son refus catégorique du confort intellectuel. Il a formulé une sorte de loi non écrite pour lui-même. Ne passe jamais une année sans apprendre quelque chose qui te fait te sentir bête. Parce que c'est précisément dans cette zone d'inconfort, là où le cerveau transpire pour comprendre, que se cache la fontaine de jouvence. Mais attention, rester un éternel débutant a un prix. Cela demande d'affronter des barrières que notre ego déteste. Des paradoxes que la physique elle-même peine à expliquer. L'écran devient sombre, presque noir. On voit une seule bougie allumée au centre, dont la flamme vacille violemment sous un courant d'air invisible. Le narrateur s'approche de la lumière, son visage à moitié dans l'ombre. Si tout cela semble être un combat permanent, c'est parce que ça l'est. Et la raison n'est pas seulement biologique, elle est fondamentale. Elle est inscrite dans les lois les plus rigides de notre univers. Bienvenue dans le domaine de la seconde loi de la thermodynamique. S'il y a bien une chose que Feynman comprenait mieux que quiconque, c'est l'entropie. L'entropie, notée S, est la mesure du désordre d'un système. La loi est simple. Dans un système fermé, le désordre ne peut qu'augmenter. Votre chambre se range rarement toute seule, mais elle se transforme en chaos sans aucun effort. La chaleur s'échappe, les étoiles s'éteignent et les structures complexes s'effondrent. Votre cerveau est l'une des structures les plus ordonnées et complexes de l'univers connu. C'est une île de basse entropie dans un océan de chaos. Mais maintenir cette île a un coût énergétique colossal.
Le moment où vous arrêtez d'injecter du travail, au sens physique du terme, dans le système, l'entropie gagne. Le désordre s'installe. Les connexions se défont. La mort, d'un point de vue thermodynamique, n'est rien d'autre que le moment où votre entropie rejoint celle de votre environnement. Le moment où vous devenez tiède. Noir complet pendant une seconde, puis une lumière vive de laboratoire s'allume. C'est là que réside le paradoxe du savoir. Plus vous en savez, plus il est difficile de lutter contre cette entropie mentale. Pourquoi ? À cause de ce qu'on appelle le piège de l'expert. Quand vous maîtrisez un sujet, votre cerveau crée des raccourcis. C'est efficace, c'est rapide, mais c'est mortel. Vous n'utilisez plus votre cortex préfrontal pour résoudre des problèmes. Vous utilisez votre mémoire pour appliquer des recettes. Vous ne construisez plus de route. Vous roulez sur une autoroute parfaitement lisse. Et comme nous l'avons vu, sur une route sans friction, le moteur finit par s'encrasser. Feynman, à 65 ans, aurait pu passer ses journées à raconter ses anecdotes de la bombe atomique dans des conférences grassement payées. Il aurait pu être le monument Feynman. Au lieu de cela, il a fait quelque chose qui a horrifié ses pairs. On voit une reconstitution de Feynman entrant dans un bureau rempli de jeunes génies de l'informatique en 1983. Des ordinateurs massifs et des câbles partout. Danny Illis, un jeune chercheur brillant, lance une start-up appelée Thinking Machines. Son but ? Construire un ordinateur avec 1 million de processeurs. Une idée révolutionnaire pour l'époque. Feynman débarque, et au lieu de donner des conseils de vieux sage, il regarde le schéma et dit « C'est l'idée la plus débile que j'ai jamais entendue ». Puis, il demande à être embauché. Pas comme consultant, comme employé. Le premier jour, on ne sait pas quoi faire de ce prix Nobel. Alors, on l'envoie acheter des fournitures de bureau, des agrafes, du papier, des stylos. Et il le fait avec une joie sincère. Pourquoi ? Parce qu'il est à nouveau dans le flux du réel. Il n'est plus le grand Feynman. Il est le type qui essaie de comprendre comment on fait communiquer 1 million de processeurs entre eux. Il a fini par résoudre le problème le plus complexe de l'entreprise, la gestion des données entre les processeurs. Il a inventé une méthode que personne dans le bâtiment, pourtant rempli d'ingénieurs de haut vol, n'avait envisagée. Il a surclassé des gens qui avaient 40 ans de moins que lui. Ok, mais c'est Feynman, c'était un génie. Le commun des mortels ne peut pas juste réinventer l'informatique à 65 ans pour garder son cerveau jeune. C'est là que vous vous trompez de cible. Le but n'est pas de réussir à réinventer l'informatique. Le but est de chercher à le faire. Le cerveau ne vous récompense pas pour le résultat. Il vous récompense pour l'effort de reconfiguration. C'est ce qu'on appelle la difficulté désirable. Si c'est facile, c'est que vous êtes déjà en train de mourir un peu. Si vous ressentez cette brûlure mentale, ce moment où vous avez envie de fermer le livre parce que c'est trop dur, c'est exactement là que la myéline se pose. C'est là que vous gagnez du temps sur l'entropie. Un surfeur sur une vague immense. S'il s'arrête de ramer, la vague l'écrase. C'est la Reine rouge de Lewis Carroll. Ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester à la même place. Dans la biologie de l'esprit, l'immobilité n'est pas un repos. C'est une chute libre. Et Feynman a dû courir plus vite que quiconque, car pendant qu'il apprenait l'informatique, pendant qu'il dessinait, pendant qu'il jouait du bongo, un ennemi bien plus concret que l'entropie théorique s'était installé en lui. En 1978, on lui diagnostique une forme rare et agressive de cancer. La plupart des gens auraient réduit leur voilure, seraient rentrés chez eux pour profiter. Feynman, lui, a accéléré. Il a commencé à donner de nouveaux cours au Caltech sur des sujets qu'il ne maîtrisait pas encore parfaitement. Il s'est mis à apprendre le turc. Il s'est lancé dans une quête obsessionnelle pour visiter une région obscure de l'URSS appelée Tanutuva, simplement parce que sa capitale s'écrivait K-Y-Z-Y-L et qu'il trouvait ça hilarant. Il n'essayait pas de fuir la mort. Il essayait d'être le plus vivant possible jusqu'à la dernière milliseconde. Il savait que le cerveau est comme un phare. Peu importe la force de la tempête à l'extérieur,
Tant que la lentille tourne et que la lumière balaye l'horizon, le phare remplit sa fonction. Le jour où la lentille s'arrête, ce n'est plus qu'un tas de pierres. Mais il reste une dernière leçon, la plus belle, celle qui transforme cette lutte contre le déclin en quelque chose de poétique. Car si le cerveau a besoin de friction, c'est pour une raison qui dépasse la simple survie biologique. C'est pour être capable de percevoir la beauté. L'image s'adoucit. On voit des images de nébuleuses lointaines entremêlées avec des croquis au fusain de Feynman. La musique devient éthérée, un piano minimaliste qui semble flotter dans l'espace. Nous y voilà. Au bout de la route, là où la science rejoint la poésie. Pendant 11 ans, alors qu'il se battait contre 2 formes rares de cancer, alors qu'il révolutionnait l'informatique, alors qu'il continuait de dessiner, Richard Feynman a eu une obsession finale. Une obsession qui n'avait absolument rien à voir avec la physique nucléaire ou les prix Nobel. Tanu Tuva, une petite république soviétique perdue au fin fond de l'Asie centrale. Pourquoi ? Parce que Ralph Layton, son ami de percussion, lui avait dit que la capitale s'appelait Kyzyl. K-Y-Z-Y-L. Feynman a éclaté de rire. Un endroit qui s'appelle Kyzyl, sans aucune voyelle normale, ça doit être fantastique, a-t-il dit. Il a passé les 11 dernières années de sa vie à essayer d'y aller. À une époque où l'URSS était un bloc de béton impénétrable, il a écrit des lettres, il a contacté des diplomates, il a appris les rudiments de la langue touvaine. Il ne cherchait pas une nouvelle particule élémentaire. Il cherchait juste à résoudre une devinette que la vie lui avait lancée. Il cherchait la friction de l'inconnu. Richard Feynman est mort le 15 février 1988. Le lendemain, le 16 février, une lettre est arrivée à son domicile. C'était l'autorisation officielle du gouvernement soviétique. Il avait enfin son visa pour Tuva. Une journée trop tard. Certains diraient que c'est une tragédie, un destin cruel. Mais si vous avez compris Feynman, vous savez que c'était parfait. Ce qui comptait, ce n'était pas de poser le pied à Kyzyl. Ce qui comptait, c'était les 11 années de recherche, de ruse, d'apprentissage et de rire pour essayer d'y arriver. C'était le voyage intellectuel qui avait gardé son esprit en feu alors que son corps s'effondrait. Ces derniers mots, prononcés juste avant de sombrer dans le coma final, furent « Mourir, c'est ennuyeux ». Le narrateur sourit tristement. « Ennuyeux, vous vous rendez compte ? Pas terrifiant, pas douloureux, pas injuste. Ennuyeux. Parce que pour un homme qui avait passé chaque seconde de sa vie à chercher le prochain défi, la prochaine énigme, la prochaine friction, la mort est l'absence totale de stimuli. C'est le silence absolu. C'est la maison parfaite à Princeton, mais pour l'éternité. Et pour Feynman, c'était le pire des châtiments. Alors, quel est le verdict pour nous, qui regardons cette histoire derrière nos écrans ? Le mythe de la vie facile est une toxine. Nous avons été programmés pour désirer une existence sans heurts, sans problèmes, sans stress. Mais la biologie nous hurle l'inverse. Votre cerveau ne veut pas de vacances éternelles. Il veut de l'aventure. Il veut se sentir stupide face à un nouveau défi, car c'est dans ce sentiment d'incompétence que réside votre survie. Analogie finale. On voit une main tenir une fleur, puis l'image se divise pour montrer la structure cellulaire de la fleur en superposition. Feynman avait une discussion célèbre avec un ami artiste. L'artiste disait « Moi je vois la beauté de cette fleur. Toi, le scientifique, tu la démontes en pièces détachées et tu en fais un objet terne et mathématique. » Feynman répondait « Non, je vois la même beauté que toi, mais je vois aussi l'agitation complexe des cellules à l'intérieur. Je vois les processus chimiques qui attirent les insectes pour la reproduction. Je vois l'évolution qui a sculpté cette forme. La science ne retire pas de la beauté, elle en rajoute. C'est cela le but ultime de garder son cerveau vivant. Ce n'est pas seulement pour éviter la démence ou pour briller en société. C'est pour être capable de voir le monde dans toute sa profondeur, dans toute sa complexité terrifiante et magnifique. Votre instinct vous disait peut-être qu'il fallait ralentir avec l'âge. Votre instinct avait tort. Le hardware de votre cerveau, même à 70, 80 ou 90 ans, garde la capacité miraculeuse de se recabler.
Il n'attend qu'une chose, que vous lui donniez une raison de le faire. S'éloigne lentement vers le fond du studio, qui s'éteint progressivement, ne laissant que lui dans un cercle de lumière. Ne cherchez pas à être occupé, cherchez à être nouveau. Ne collectionnez pas les hobbies, collectionnez les identités. Devenez l'artiste qui ne sait pas tenir un pinceau. Devenez le débutant qui balbutie une langue étrangère. Devenez le retraité qui apprend le code informatique. Le cerveau ne récompense pas la loyauté envers ce que vous savez déjà. Il récompense l'audace de ce que vous ne savez pas encore. Sur le bureau de Feynman, le jour de sa mort, il y avait une lettre non ouverte d'un pays qu'il n'avait jamais atteint. Mais son esprit, lui, était déjà arrivé plus loin que n'importe qui d'autre. Il n'avait pas pris sa retraite. Il n'avait pas ralenti. Il avait simplement fini son dernier calcul avant que la lumière ne s'éteigne. La question n'est pas de savoir quand vous arrêterez de travailler. La question est, quel sera le prochain mystère qui forcera votre cerveau à rester jeune aujourd'hui? Parce qu'au final, la seule chose vraiment ennuyeuse, c'est d'arrêter de s'émerveiller. Si vous voulez continuer à voir le monde tel qu'il est,